Hmm? Alors, Méthode pour améliorer la productivité. c'est une méthode pour améliorer la productivité. Est-ce que c'est une seule méthode? Est-ce que c'est une méthode, voilà, une méthodologie? Un élément qui va aider la production, à améliorer la production. Un élément. C'est un outil d'amélioration, oui, c'est un outil d'amélioration. Mais est-ce que c'est une seule méthode ou elle a un seul outil? Enfin, c'est une seule méthode qui s'appelle TP. Voilà une méthodologie. Est-ce que vous faites la différence entre méthode et méthodologie tout d'abord? Hein? Qui fait la différence? Qui peut nous dire la différence entre méthode et méthodologie? Non? Alors, la méthodologie, c'est une démarche à suivre. C'est toute une démarche à suivre pour, euh, pour avoir quelque chose, voilà, pour faire quelque chose. Et cette méthodologie, dans cette méthodologie, voilà, en appliquant cette méthodologie, on peut utiliser plusieurs méthodes. D'accord? Donc, est-ce que dans ce cas, est-ce que la TPM, c'est une méthode ou une méthodologie? Est-ce qu'il y a une seule étape à Méthodologie. Hein. C'est une méthodologie basée sur quoi? D'après ce que vos camarades ont dit, elle est basée sur quoi, la méthodologie? Le 5S. La base, c'est les 5 S. Oui, entre autres, mais c'est correct, c'est 5 S. Quoi d'autre? C'est quoi 5 S déjà? Tu as partagé, Hicham, c'est bon, là. Oui, madame. Je ne l'ai pas trouvé, là. Ah. C'est bon, madame. Est-ce que tu peux arrêter la présentation pour que je puisse partager? Oui, madame. Alors, donc, c'est une méthodologie qui est utilisée pour améliorer la productivité. Qu'est-ce que ça veut dire productivité? C'est quoi la productivité? Est-ce que c'est lié à toute la chaîne logistique ou alors en particulier à la logistique interne? Oui, madame, est-ce que la productivité est liée uniquement à la production ou à toute la chaîne logistique? Normalement, toute la chaîne logistique. Toute la chaîne logistique. Donc, est-ce que la TPM concerne toute la chaîne logistique ou elle concerne uniquement l'atelier? D'après ce que vous avez présenté, au moins ceux qui ont Toute présenté... la chaîne, madame. Non? La TPM, c'est... Lorsque je dis je vais mettre en place un chantier TPM, par exemple, je vais travailler sur toute la chaîne logistique ou alors je vais travailler dans l'atelier de production? Dans l'atelier. On va travailler dans l'atelier, là où il y a les équipements, puisque, comme vos camarades ont présenté aussi, c'est basé sur des équipements. C'est une méthode qui est applicable jusqu'à présent uniquement dans les ateliers où il y a des équipements techniques ou électromécaniques de travail. D'accord? Donc, c'est une méthodologie qui est applicable sur des ateliers de production, voilà, des usines de production, là où nous avons obligatoirement des équipements. Alors, c'est l'abréviation de quoi? TPM? Total maintenance productive. Maintenance productive totale. C'est maintenance productive totale ou total productive maintenance, on va l'appeler l'ordre TPM. Donc, si on parle de la maintenance, on doit avoir des équipements
électromécaniques, des équipements techniques si vous voulez. D'accord? Juste, comme j'ai commencé l'enregistrement, je vais commencer par la présentation de vos camarades parce qu'elle est très détaillée et j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont présenté. Ce qui manque, ce sont les références bibliographiques. Dima, comme lorsque vous présentez quelque chose, il faut mentionner les références bibliographiques et j'ai bien voulu voir quelques questions pour voir si vos camarades vous ont suivi. Voilà. Dima, comme il faut plutôt, après chaque présentation, poser quelques questions en mode QCM pour pouvoir, si vous voulez, attirer l'attention de vos camarades. D'accord? Sinon, c'était très bien travaillé et je vous remercie pour ça. Malheureusement, c'est pas en présentiel. Jusqu'à présent, c'est la meilleure présentation. Alors, je vais commencer comme par discuter ce qui a été présenté. Je vais compléter ce qui manque par une autre présentation. Alors, ce qu'on doit retenir de la TPM sont trois choses principales. Les autres sont des détails. C'est que la TPM, c'est une méthodologie où je dois utiliser plusieurs méthodes, plusieurs outils et je dois suivre des étapes prédéfinies. Donc, c'est une méthodologie à suivre. Il y a des étapes à suivre dans l'ordre et il y a des outils et des méthodes à utiliser. Ces méthodes sont basées sur des indicateurs bien précis. Il y a des indicateurs qui concernent, peuvent bien évidemment concerner les autres méthodes, les autres outils ou la méthodologie utilisée, mais surtout ça concerne la TPM. On va voir l'indicateur principal pour l'évaluation de la TPM. La TPM aussi est basée sur ce qu'on appelle des piliers. Sur 8 piliers, l'un des piliers, c'est l'auto-maintenance. Donc, il y a juste une toute petite différence, voilà, un petit manque de rigueur par rapport à ce qui a été présenté. Donc, l'auto-maintenance, c'est vrai que c'est le pilier le plus connu de la TPM. Donc, pour le TPM, généralement, ceux qui travaillent dans l'industrie, c'est l'auto-maintenance, mais l'auto-maintenance, c'est un pilier parmi 8 qui sont à la base, voilà, qui forment les principes généraux de la TPM. Les 8 piliers dont on va voir l'un est l'auto-maintenance sont répartis en 5 objectifs principaux. D'accord? Donc, c'est une méthodologie et des étapes à suivre qui sont évaluées par des indicateurs de performance basés sur 8 piliers qui ont 5 objectifs génériques. C'est ce qui est à retenir de la TPM. Bien évidemment, puisque c'est une méthodologie appliquée dans les industries, donc le plus important n'est pas la théorie, mais c'est plutôt l'implication de tout le monde. Et si on veut comprendre bien, entre guillemets, la TPM, on doit nous baser sur des exemples pratiques. On va essayer de faire ça la prochaine séance, pendant la séance présentielle, si on aura du temps. D'accord? Donc, on va commencer. La TPM, comme on a déjà dit, c'est la maintenance productive totale. Et il y a certains qui l'appellent Total Productive Management et non seulement maintenance. Mais à l'origine, c'était Total Productive Maintenance. D'accord? Je vais juste présenter un petit aperçu historique de la TPM. À votre avis, ça a commencé وقتاش la TPM? D'après ce que nous avons dit. Quand est-ce que ça peut... Quel est l'événement qui peut être le déclencheur d'une méthodologie ou de la nécessité de la TPM? Et en gros, comment on peut résumer ceux qui ont présenté, les étudiants qui ont présenté? Si on veut résumer la définition, ok, c'est une méthodologie basée sur des principes, des piliers, etc. Mais si
on veut appliquer la TPM, les grandes lignes de cette application seront quoi? Même شنو les objectifs نتاعها si j'ai déjà appliqué la TPM dans l'atelier, donc qu'est-ce que j'ai fait par exemple? l'optimisation du rendement global. C'est très générique ce que tu dis là. C'est quelque chose de précis pour la TPM. Par exemple, pour l'auto-maintenance. Qu'est-ce que ça veut dire l'auto-maintenance? Qu'est-ce que je peux faire pour appliquer l'auto-maintenance dans l'atelier? Un exemple simple. Un agent de production qui a travaillé sur un équipement et il y avait une défaillance. Qui va réparer ou qui va supprimer cette défaillance-là? Normalement, le service. Quel service va intervenir lorsque nous avons des défaillances? Service de maintenance. Service maintenance. Et si nous n'avons pas de service maintenance, ce sera un maintenancier. Et donc, l'agent de production, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que j'ai eu une défaillance sur la machine. Et il s'arrête là, il va arrêter la production, voilà, il va s'arrêter de travailler, puis il va attendre jusqu'à, quelle que soit la défaillance, jusqu'à ce qu'un maintenancier vienne. Dans la logique, voilà, dans la philosophie de la maintenance autonome et plus généralement de la TPM, l'agent de production doit intervenir si l'intervention est de niveau 1 ou 2. Si vous vous rappelez des niveaux de maintenance, des 5 niveaux de maintenance, on va revenir à ça un peu plus loin. Donc, l'agent de production, il peut intervenir. Il a des compétences en maintenance aussi. Il va nettoyer, il va dépanner, il va intervenir pour lubrifier, par exemple. Il ne va pas attendre le service maintenance pour lubrifier, etc. D'accord? Et il peut aussi avoir des compétences en qualité. Donc, ça nécessite une certaine polyvalence pour diminuer les temps d'intervention, pour responsabiliser les opérateurs, etc. D'accord? Donc, la TPM est apparue dans les années 50. Au début des années 50 ou à la fin des années 40. C'est quoi l'événement qui a marqué cette période-là? C'est la fin. Présence des PC. Tu répètes, s'il te plaît? C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Il y a eu une guerre mondiale et puis à la fin de la guerre mondiale, il y avait je connais la Deuxième Guerre mondiale. Qui est le perdant, le grand perdant? Allemagne. Et je connais l'Italie au Japon. Et le Japon. Donc, oui, très bien. Donc, les méthodes de maintenance entre parenthèses avancées, telles que la TPM, dans le temps c'était avancé, et de la production, vous allez voir ça dans une semaine, le module Lean Manufacturing, ou le système Lean, c'est les besoins qui ont créé des nouvelles méthodes de gestion de la production et de la maintenance. C'est un besoin qui a émergé suite à la défaite ou à la perte du Japon en particulier dans la Deuxième Guerre mondiale. Et au début, ça a été juste lié aux interventions de maintenance corrective, en particulier curative, et la maintenance, ce qu'on appelle préventive vitale. C'est-à-dire quoi, préventive vitale? C'est-à-dire les interventions que je ne peux pas en passer. Je dois lubrifier pour pouvoir travailler. Je dois nettoyer pour pouvoir trouver de l'espace pour mettre les produits finis, les produits semi-finis. Donc, au début, à l'émergence de la TPM, par les Japonais, bien sûr, qui a été par la suite cadré et théorisé, si vous voulez, avec les Américains. Au début, c'était un minimum vital avec les interventions correctives et ça a évolué petit à petit jusqu'à arriver à une maintenance productive et puis une maintenance productive totale à partir des premières années à partir de 1970, disons.
D'accord? Donc, c'est une logique ou une philosophie japonaise qui a émergé suite à une nécessité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ça a évolué. Ça a commencé par une maintenance vitale et puis ça a évolué jusqu'à arriver au terme, à la notion, à la philosophie de la maintenance productive totale qui a trois objectifs principaux. Elle vise au même temps à améliorer les performances des équipements, c'est la maintenance, une optimisation globale du rendement, et là, on va impliquer, on va ajouter l'optimisation des processus de production et de la qualité. Le mot optimisation, ça concerne les fonctions maintenance, production et qualité. On va arriver à ça, on va revenir à ça lorsqu'on va parler de l'indicateur qui va évaluer la TPM. Ça nécessite une implication quotidienne de tout le monde. Implication quotidienne implique aussi une amélioration continue. Donc, la démarche TPM, c'est une démarche, c'est un chantier qui n'a pas de date de début et date de fin, il a uniquement une date de début. Lorsque une démarche TPM commence, elle va continuer jusqu'à tant que l'activité de l'entreprise est là. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à améliorer les équipements, mais surtout comme finalité le rendement global de l'entreprise. Ça nécessite une implication quotidienne avec l'activité, ça va en parallèle avec l'activité de tout le monde, depuis l'opérateur jusqu'au manager. Et c'est une méthode dite proactive, c'est-à-dire c'est une méthode anticipative de gestion de la maintenance et de la production. D'accord? Des questions jusque-là? C'est un aperçu historique et une petite définition qui peut être donnée au terme, au concept, de la philosophie de la TPM. Donc, Total Productive Maintenance, maintenance productive totale, ou parfois on l'appelle aussi Total Productive Management. Ça implique aussi la fonction production et la fonction management de la qualité. Les trois composants ou les leviers de la TPM, comme vos camarades ont mis, c'est la disponibilité, la performance et la qualité. La qualité, c'est en relation avec la qualité produit, c'est clair. Le levier qui est en relation avec la maintenance, la disponibilité ou la performance, surtout en particulier. La disponibilité. La disponibilité. Donc la maintenance, très bien, la maintenance a pour objectif de augmenter la disponibilité des équipements. Juste une question avant de Les deux, madame. Est-ce que nous avons terminé les exercices sur la fiabilité et la maintenabilité? Non, hein? On n'a pas terminé. Mais c'est pas grave. On va continuer avec la TPM et vous me rappelez, s'il vous plaît, la prochaine fois. On commence avec les exercices sur la disponibilité et la fiabilité. D'accord? Vous me rappelez, s'il vous plaît. Hein? Je vais partager les exercices avec vous. Vous essayez avec ces exercices. On va les corriger la prochaine séance. J'ai cru que j'ai terminé avec ça, mais je me rappelle de ça parce que je vois le mot disponibilité. D'accord? On revient à notre TPM. L'objectif principal de la maintenance, c'est augmenter la disponibilité. Comment on peut définir la disponibilité d'un équipement? Qu'est-ce qu'un équipement disponible? Avoir un équipement à un temps défini. Un équipement comment? Qui accomplit sa fonction requise à un moment donné. D'accord? Ouais. Il doit accomplir sa fonction requise à un moment donné. On profite. Et la fiabilité, c'est quoi? Si la disponibilité est accomplir la fonction requise à un moment donné, la fiabilité, c'est accomplir la fonction requise à un moment donné sur une période donnée et toujours en respectant des conditions de travail recommandées. Donc, la fiabilité, c'est l'intégrale dans le temps, c'est une période de disponibilité, si vous voulez. D'accord? Alors, la disponibilité, c'est la responsabilité des interventions de maintenance. Maximiser la disponibilité.
Les performances, ce sont les performances de la production. Comment on peut mesurer les performances de la production? Par les indicateurs de performance. Qui sont, et par exemple, toute mesure, c'est par un indicateur de performance. Les KPI que vous avez discuté dans le cours du supply chain management. Mais c'est quoi l'indicateur qui peut mesurer les performances de la production? Le plus important, c'est le temps de rendement synthétique, TRS. Le TRS, c'est pas uniquement pour les performances. Le TRS, c'est les trois. l'indicateur global qui va considérer les trois, oui. Mais pour les performances, comment je peux dire j'ai une production performante ou pas? Je peux mesurer quoi? Je peux mesurer la cadence, par exemple. C'est quoi la cadence, Sakroni? C'est la quantité produite par unité de temps de produit. On est à la quantité de produits fabriqués par unité de temps. On appelle ça de bons produits, si vous voulez. On appelle ça la cadence. On a une cadence théorique de chaque équipement, on a une cadence réelle de chaque équipement. Idéalement, la cadence, si j'ai une performance de 100%, la cadence théorique est exactement égale à la cadence réelle. Or, réellement, ce n'est pas le cas. La mesure de performance de la production peut se baser sur un indicateur qui prend en considération en même temps la cadence théorique et la cadence réelle pour évaluer comment est la qualité de ma production. Quand on dit cadence, on a lié à une quantité par rapport au temps. Donc, je peux mesurer la performance et la disponibilité en temps, en secondes, ou la minute, ou la heure. Oui ou non? Je dois vérifier que vous êtes là. Est-ce que je peux mesurer la disponibilité et la performance par du temps? Oui, madame. Oui. Est-ce que je peux mesurer la qualité par un temps, par une durée? La qualité لا. de... Non. Pourquoi non? ممكن طون حاجة أخرى مادام مش داعي كيفاش واحد. أنا je peux mesurer la qualité؟ تعطيني exemple. دام كاليتي نجمو نحسبوها بارابور البيس برودويت ولا بيس ديفيكتيوز باش نلقاو. Très bien, ça peut être nombre de bonnes pièces sur nombre de pièces totales. مثلا أنا j'ai produit 100 pièces, dont 30 sont défectueuses, donc on dit un taux de qualité de 70%. B. Est-ce que je peux traduire cet indicateur en durée? La réponse est oui, mais comment je peux traduire cet indicateur en temps? Réfléchissez un tout petit peu. Nombre de pièces par rapport au temps. Très bien. Tu as ce qu'on appelle un temps de cycle. Voilà. C'est le temps nécessaire pour produire une seule pièce. On a un nombre de pièces. Donc, on multiplie tout simplement le temps de cycle nécessaire pour produire une seule pièce par le nombre de bonnes pièces et on trouve le temps net, si vous voulez. On va revenir à ça. Le temps qui a été utilisé pour produire des bonnes pièces et à partir de ce temps-là, on va calculer le pourcentage de temps de bon fonctionnement, de bonne qualité. Le pourcentage de temps de bonne qualité, c'est le pourcentage de temps qui a été mis pour produire des pièces qui vont être vendues aux clients, tout simplement. Donc, les trois leviers de la TPM peuvent être traduits par des temps avec Alish. On peut utiliser, on va revenir aux objectifs, les sources de perte de temps pour les sources classiques, si vous voulez, de perte de temps pour calculer ces indicateurs-là. Le temps total, c'est quoi à votre avis dans un atelier? Ça peut être quoi le temps total? La figure هذه, on a discuté ça ou là? C'est la première fois ou là on a déjà vu ça? احنا مادام انت بريزونتينا ولا معايا انا. Est-ce que vous avez déjà vu cette présentation de source de perte de temps? Je pense pas. Hein? Mais alors, le temps total, ça peut être quoi? Ça peut être tout le mois,
Ça peut être toute l'année. Mais là, on va nous baser sur un exemple de temps total de 24 heures. On suppose que nous allons analyser les sources de perte de temps journalières. Qu'est-ce que je peux perdre comme temps? N'importe quelle minute ou la seconde qui ne va pas être exploitée pour produire une bonne pièce, c'est une source de perte de temps parce que c'est un temps à non-valeur ajoutée. L'objectif de toute gestion logistique, c'est de maximiser le temps à valeur ajoutée. Idéalement, je dois avoir des équipements qui vont fonctionner 24 heures sur 24 pour produire des bonnes pièces qui vont être vendues aux clients. Donc, la référence, c'est les 24 heures et le 100%. Sauf que un investisseur, il peut décider, par exemple, de travailler 8 heures par jour et non pas 24 heures sur 24, 8 sur 24. Là, on parle de temps de fermeture de l'atelier. C'est une fermeture planifiée et si on soustrait le temps de fermeture de l'atelier ou de l'usine, on va trouver le temps d'ouverture théorique. Théoriquement, je dois travailler 8 heures par jour. Après, ce n'est pas le temps de fonctionnement qui va produire des bonnes pièces parce qu'il y a aussi les temps de pause. Il y a des temps pour des essais de nouvelles pièces de matières premières, nouvelles procédures. Il y a ce qu'on appelle la sous-charge, c'est le fonctionnement des équipements avec une charge inférieure à leur capacité parce que il n'y a pas de marché pour vendre ces pièces-là. D'accord? Si on va soustraire ces arrêts qui sont planifiés aussi à partir du temps d'ouverture, on va trouver le temps requis, c'est-à-dire le temps qui va être théoriquement utilisé pour la production. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a d'autres arrêts. On peut avoir, en relation avec la maintenance, des arrêts de production dus par exemple à des pannes, dus à une maintenance systématique, dû à un remplacement, bien que le systématique peut être considéré ici, dû à une rupture de stock de matières premières. L'année c'est choisi, l'année c'est subi la rupture de stock, c'est une défaillance de la gestion par exemple, et là on parle non pas de temps requis, mais de temps de fonctionnement. Et ce temps d'arrêt peut être pour des arrêts causés pour des interventions suite à des défaillances, à des pannes, ou elle a aussi un temps de changement et de réglage. Par exemple, je produis atelier d'usinage de diamètres différents. L'usinage de 2 diamètres différents et je dois régler. Voilà, normalement, fait 2 perçages de diamètres différents, donc je dois changer l'outil. Ça nécessite un arrêt de production. On continue avec les écarts de cadence et les micro-arrêts. Les écarts de cadence, par exemple, normalement, pendant ce temps, l'entreprise elle est censée produire 50 pièces, mais elle ne produit que 45 pour une raison technique ou pour une raison de formation de l'opérateur ou autre. Et on trouve, nous enlevons, nous éliminons ces temps pour micro-arrêt et écart de cadence, on trouve ce qu'on appelle le temps net qui va être utilisé pour produire des pièces. Le temps net de production, c'est le temps qui va servir à l'atelier de produire des pièces. Les pièces peuvent être de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Et on supprime le temps mis pour produire de mauvaises pièces, ou des pièces qui ne sont pas conformes à la qualité, qui ne vont pas vendues aux clients. On trouve tout simplement le temps utile qui va être considéré pour produire des bonnes pièces. C'est le nombre de pièces bonnes. Ce temps-là, c'est le nombre de pièces réalisées réellement et le temps de fonctionnement théorique après élimination de temps de fermeture planifié, c'est le temps théorique de production, c'est la cadence théorique. Donc le temps requis, ça nous donne, ça nous définit la cadence
théorique. La cadence réelle, elle est là, pendant le temps net. D'accord? Des questions sur ça? Donc, on va utiliser ces temps pour calculer les indicateurs de disponibilité, de performance et de qualité. Pour travailler, les sources classiques ou la théorique de perte de temps, les 6 sources de perte de temps, mais chaque entreprise, elle peut catégoriser ses pertes de temps. Par exemple, je peux avoir des arrêts planifiés, des arrêts pour panne, des arrêts, une perte de temps pour non-qualité. Une entreprise, elle peut segmenter ses pertes de temps en 3, voilà, en 10, voilà, en 12, voilà, 20 familles. Donc, les 6 sources classiques de perte de temps. Si on veut travailler, préparer, voilà, proposer un plan d'action pour augmenter le temps de fonctionnement, on ne va pas travailler sur les arrêts planifiés. Ce sont généralement, surtout le fermeture, c'est une décision stratégique. Et dès que j'achète les équipements, je prends la décision de travailler 8 heures par jour. Voilà, la capacité de ces machines-là ne dépasse pas les 8 heures par jour. De même, je ne peux pas ne pas faire les interventions préventives. Je dois arrêter les équipements pour des éventuelles interventions préventives. Si j'ai des essais aussi à faire, je dois les faire. Si je n'ai pas de clients qui vont acheter, je suis obligée d'arrêter la production dans des conditions bien particulières. Donc, les arrêts, ça s'appelle des arrêts pour organisation, ou des arrêts stratégiques, ou des arrêts obligatoires. Donc, si on veut travailler sur ça, ça va être à un niveau stratégique. Si on va appliquer une amélioration continue, une amélioration, on va travailler à partir des arrêts de production. Par exemple, pour diminuer le temps de changement de réglage, qui est l'exemple de changement d'outil pour un atelier d'usinage que je vous ai donné tout à l'heure, je peux appliquer ce qu'on appelle la méthode SMED. Est-ce que vous connaissez la méthode SMED? Single Minute Exchange of Die. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que la méthode SMED? Non? D'accord? C'est une méthode qui s'appelle SMED, bien sûr, Single Minute Exchange of Die, mais qui est utilisée pour diminuer les temps de changement de série. C'est une méthodologie, vous allez la voir en détail dans le module System Lean. C'est une méthode utilisée qui manque comme par exemple, on va remplacer l'outil de perçage. Quelle est la méthodologie à suivre qui va me donner un temps minimal de changement de série? Voilà. نخدم في 3 couleurs. Une couleur noire, un produit de couleur noire, des voitures par exemple, couleur jaune et couleur blanche. La méthode Smith me donne entre autres l'ordre de peinture si on n'a pas d'autres contraintes. On suppose que nous avons un seul pistolet, par exemple. Comment on peut procéder pour avoir un temps minimal perdu? Quand on dit noir, jaune, blanc, je dois commencer par quoi? Noir, jaune et blanche. La couleur blanche, je dois commencer par le noir, le jaune ou le blanc? Logiquement. Le blanc. Pourquoi? Oui, c'est le blanc. أسهل حاجة ولا؟ شنو أسهل حاجة فيش؟ ما يخليش تراس Voilà, مش ما يخليش تراس en fait أما خاطر من بعد pour arriver au noir par exemple je vais avoir le gris entre temps, mais c'est le passage du blanc vers le jaune et du jaune vers le noir est plus facile que le passage inverse, noir vers jaune et jaune vers blanc. Le passage va nécessiter plus de temps de nettoyage, ça va causer aussi des arrêts jusqu'à avoir la couleur voulue, le noir, le jaune. Je vais avoir une couleur intermédiaire certainement, le blanc aussi. Donc généralement, le passage dépend du degré de la couleur. Donc c'est une des méthodes d'optimisation des arrêts pour réglage. L'autre méthode c'est la SMED et la TPM travaille sur les arrêts, sur les micro-arrêts
et sur les écarts de cadence. Bien sûr, on va voir que ça concerne aussi la qualité, mais principalement, le travail de la TPM est basé sur la minimisation des arrêts pour panne et des écarts de cadence. En se basant sur quoi? Juste quelques définitions, différences entre arrêt pour panne et micro-arrêt. C'est pour votre connaissance. Le micro-arrêt, c'est un arrêt de courte durée qui peut être 5 minutes. Des entreprises, je me crois que micro-arrêt, si ça dépasse les 10 secondes. Donc, c'est un exemple de la différence entre arrêt pour panne et micro-arrêt. Il y a deux types d'arrêt. Arrêt pour panne pour supprimer les temps d'arrêt pour panne pour trouver le temps de fonctionnement et supprimer les micro-arrêts pour trouver le temps net. Donc là, vous pouvez trouver des exemples de différence entre ce qu'on peut appeler temps d'arrêt pour panne et ce qu'on peut appeler temps de micro-arrêt. Après, chaque entreprise a ses propres définitions. Donc, on revient à ces temps-là et on va dire que l'indicateur principal utilisé pour évaluer la disponibilité, la performance de la production et la performance de la qualité, c'est l'indicateur TRS ou taux de rendement synthétique. Oui, notre taux de rendement synthétique. Par la suite, on continue suivant. Le TRS, c'est le taux de rendement synthétique, c'est l'indicateur le plus utilisé par les entreprises industrielles. Ça concerne les 3 leviers de la TPM, avec c'est l'indicateur principal utilisé pour l'application et l'évaluation de la TPM. Ça concerne la disponibilité, la qualité et la performance. Il a pour objectif, ça s'appelle tout d'abord un indicateur intégrateur parce que, tout simplement, ça prend en considération toutes les fonctions de la chaîne de production. D'accord? Et ça permet de mesurer la productivité. Comme disent vos camarades, ça permet d'analyser et éventuellement améliorer ce qu'on appelle le goulot, voilà, le goulet d'étranglement, mesurer les actions de progrès et identifier les pertes. Est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire un poste goulot? Un poste goulot. Un poste, مش une poste là, une poste c'est quel poste? C'est un poste. Un poste. Alors, le poste goulot, c'est quoi? C'est un poste qui prend beaucoup de temps à traiter dans la production. Je m'en ai à beaucoup de temps. J'ai mis qu'on a un poste qui prend 5 heures. Ça prend beaucoup de temps. On dit un autre poste qui prend 6 heures. Quel est le poste goulot là? Donc, c'est pas beaucoup de temps uniquement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit ajouter pour dire que ce poste... À faible cadence. Oui. Poste à faible cadence. Faible cadence, kiff. Je peux avoir un poste qui produit 10 articles par minute, un autre, on s'amuse goulot, à faible 10. Et j'ai un autre poste qui produit... Mais par rapport à l'objectif, le but de ce poste. Le goulot, c'est pas par rapport à l'objectif, non. Je vous ai... En fait, il rate madame chaîne de production. La chaîne de production. Il impose son rythme sur la chaîne de production. Donc, si je vous donne cette figure-là, c'est un temps de cycle de poste et j'ai ici une chaîne de production de 4 postes. Et où le poste goulot? C'est quoi le poste goulot? قاعدين نتراو في الفيجور اللي فيها لا madame, ما فماش فيجور. présentation تاعنا. شنو قاعدين نتراو؟ في البريزونطاسيون باوربوينت. لا ما تقوليش مانيش قاعدة نبدل أنا. يا لطيف. قاعدة je translate entre les deux présentations. ما كومش تراو فيها. الأخرى لا. راهو كان في البريزونطاسيون تاعنا كاب. الحق. أنا من بكري قاعدة نمشي entre les deux présentations نفسر. لطيف. خاطر عملت بارتاج ويندو مش. لا.
بلا مسالش تفهموا فيها ولا هما Oui, madame. Oui, madame. Là, je dois revenir sur les sources de perte là. شوفوا شنو تشوفوا في البريزنتاسيون تاعي Oui. Oui, madame. قريتوها Là. Non. لا. Donc rapidement, lorsque je parlais de l'historique, il y avait cette diapositive-là. Je vais partager la présentation, bien sûr. Lorsque je parlais de l'amélioration des équipements et oh là là, dommage. L'optimisation du rendement, l'implication, le proactif, c'était cette diapositive-là. Et pour les temps de perte, les pertes de temps, pardon, le temps total, on supprime les fermetures. Voilà, le temps requis, les arrêts de production, on trouve le temps de fonctionnement. Là, on parle de changement de série et des arrêts pour panne. Les micro-arrêts et cadences pour trouver le temps net. Le non-qualité pour trouver le temps utile et les bonnes pièces, les pièces réalisées, les pièces théoriquement réalisées. D'accord? L'intervention donne ici source de perte de temps classique. Et si on veut agir sur ces temps-là, ça va être une intervention sur l'organisation stratégique. Si on veut agir sur les arrêts de production, on peut utiliser les règles pour l'ordre des couleurs, l'exemple que je vous ai donné, et je peux appliquer aussi la méthode pour la minimisation des temps de changement de série, qui est la méthode SMED. Si j'interviens sur les arrêts pour panne, les micro-arrêts et les écarts de cadence, je peux appliquer la méthodologie TPM. D'accord? Là, vous avez une différence. Oui, madame. D'accord. Ok, c'est pas grave. Une différence entre les micro-arrêts, un exemple de différence entre micro-arrêts et arrêts pour panne. D'accord? Le taux de rendement synthétique, ça concerne les trois leviers et c'est un indicateur intégrateur justement parce que ça concerne les trois leviers. Ça permet de mesurer la productivité et surtout d'analyser ce qu'on appelle le poste Goulot. Et si je vous montre ça, c'est quoi le poste Goulot? P3. P3, parce que c'est le poste qui a le temps le plus important, un temps important, qui a le temps le plus grand de tous les postes de la chaîne de production. D'accord? Donc, je change un peu ce qui est écrit ici. Si c'était pas des temps, mais des pièces. Donc, le poste produit 3 pièces, le poste 2 produit 5 pièces, le poste 3 produit 10 pièces et le poste 4 produit 3 pièces. C'est quoi le poste Goulot? Si ce sont des pièces, nombre de pièces produites. Les 3 pièces, madame. Allez, donc, ce sera le poste 4. Donc, le poste Goulot, c'est le poste qui va imposer son rythme sur toute la chaîne de production, qui a le moins de performance, ou bien le temps de cycle le plus grand, ou bien la cadence la plus faible. À la fin de la ligne, il y a la cadence de la ligne. Ce sera la cadence du poste qui a le nombre de pièces le plus faible, ou bien qui a le temps de cycle le plus grand, ou qui a la cadence la plus faible. D'accord? C'est ce qu'on appelle le poste Goulot. Si on va calculer TRS maintenant, TRS peut être calculé de deux façons. Ou bien temps utile sur temps requis. Le temps utile, c'est le temps utilisé pour produire des bonnes pièces, divisé par le temps requis et le temps total à partir duquel on va soustraire les arrêts planifiés. Des arrêts les temps de fermeture, les périodes de fermeture de l'atelier, les périodes de maintenance préventive, des IC, des repos aussi des employés. Donc, ils ont besoin au moins de 30 minutes de repos, si ce n'est pas une heure. D'accord? Donc, le TRS, la valeur du TRS peut être calculée comme étant temps utile sur temps requis et par conséquence, ce sera nombre de bonnes pièces vendues divisé par le nombre de pièces théoriquement produites. Maintenant, le temps requis, c'est le temps théoriquement mis pour produire des pièces.
Donc, il y a un temps utile sur temps requis ou le nombre de bonnes pièces, barre de contrôle qualité, sur le nombre théoriquement produit de pièces, bonnes et mauvaises. Et deuxième façon de calculer le TRS, c'est taux de qualité fois taux de performance fois ce qu'on appelle la disponibilité opérationnelle. La disponibilité opérationnelle peut être calculée en détaillant les temps. Donc, je vais vous donner un exemple de temps d'arrêt dans le cadre d'une disponibilité opérationnelle. Sinon, il y a le temps total d'arrêt. Donc, la disponibilité opérationnelle, le temps d'arrêt de disponibilité, ou les temps d'arrêt de production entre le temps requis et le temps de fonctionnement. Donc, ça, c'est la disponibilité opérationnelle. Le taux de qualité, ça se calcule entre le temps net et le temps utile. C'est-à-dire, on prend en considération la quantité de pièces produites non conformes à la qualité. C'est ou bien un taux de qualité يعطيه لي هو 70% ولا 90% ولا 99%, ou bien je prends le temps net utilisé pour produire des pièces bonnes et mauvaises, plutôt le temps utile divisé par le temps net. Le taux de performance, ça concerne la cadence. Donc, peut être calculé comme étant le temps net utilisé pour produire toutes les pièces réellement, donc c'est la cadence réelle, divisé par le temps de fonctionnement, c'est-à-dire la cadence théorique de la machine utilisée ou de la chaîne de production utilisée. Donc, ou bien il y a des taux de performance, taux de qualité, taux de performance, disponibilité opérationnelle, ou bien j'utilise les temps utile, temps requis, ou elle, si le taux de qualité c'est temps net sur temps utile sur temps net, le taux de performance c'est temps net sur temps de bon fonctionnement, et la disponibilité opérationnelle, c'est le temps de fonctionnement sur le temps requis. Par simplification, vous allez trouver que le TRS est temps utile sur temps requis. On va voir. Pardon, vous pouvez répéter, c'est quoi temps requis et temps net? Oui, le temps requis, le temps total, le 24 heures par exemple, je viens de écrire. Le temps requis, le temps total, les 24 heures, la fermeture de l'atelier, par exemple 24 heures la journée, où l'atelier il est ouvert 8 heures par jour. Donc, il s'appelle un temps d'ouverture. Ce temps d'ouverture, les arrêts pour essai, quand on dit une nouvelle matière première utilisée, si j'ai des interventions préventives, si j'ai à arrêter la production parce qu'il n'y a pas de clients, pour les temps de repos, je trouve le temps requis. D'accord? C'est clair pour le temps requis? Donc, c'est le temps total moins arrêt planifié, si vous voulez. D'accord. Temps net. Temps net. نزيد نحي les arrêts de production pour panne, par exemple. نزيد نحي les micro-arrêts et les écarts de cadence, je trouve le temps net. معناها temps net? C'est le temps utilisé pour produire. C'est le temps utilisé pour produire de bonnes et des mauvaises pièces. Quand on dit une pièce à la fin de la chaîne, c'est un temps de fonctionnement net. نزيد نحي le temps qui a été mis pour produire des mauvaises pièces, je vais trouver. Comment? حلت لي البيسي وبعثت لي الخدمة. Alors, le temps net, c'est le temps mis pour produire toutes les réellement la cadence réelle. Le temps net, c'est la cadence réelle, atteindre la cadence réelle. Le temps requis, atteindre la cadence théorique. D'accord? Celle qui a posé la question? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Donc, TRS peut être calculé comme étant temps utile sur temps requis ou bien un produit des trois
des trois taux. On peut utiliser, certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle le TRG, taux de rendement global, en multipliant le TRS par le taux de charge, c'est-à-dire on considère aussi le temps d'ouverture, c'est 8 heures, c'est un indicateur qui prend en considération les performances de l'entreprise sur les 8 heures. C'est la charge effective, un taux de charge généralement donné par la direction. On peut aussi considérer toute la durée, les 24 heures, et là on parle de taux d'engagement, taux théorique d'engagement, c'est le TRE. On prend en considération, en plus du TRS, du taux de charge, on doit considérer, les entreprises considèrent ce qu'on appelle le taux stratégique d'engagement, et il y voit la différence entre le temps d'ouverture, dans notre exemple que nous avons considéré, c'est le 8 heures, et le temps total de 24 heures d'ouverture théorique, le temps total disponible pour la production. D'accord? Il y a quelques exemples pour l'arrêt de la disponibilité opérationnelle. Question sur le TRS? Non, madame, c'est clair. D'accord. Mais on revient à votre présentation, encore une fois. Et vos camarades ont présenté 6 objectifs, mais chacun présente les objectifs de sa manière. Donc, on peut avoir 6, 10, 20, mais ce qui est à retenir, c'est que la TPM vise à travailler sur qualité, performance et maintenance. Donc, la TPM doit avoir des objectifs d'élimination des causes racines des pertes de disponibilité, donc perte de rendement des équipements. Doit considérer, c'est très important, le troisième objectif. Le troisième objectif, ça concerne l'administration. Donc, la TPM prend en considération aussi les performances administratives des opérateurs et des intervenants dans l'entreprise. Ça nécessite, ça exige une formation, former les techniciens. D'accord? C'est une exigence, c'est un des objectifs de la TPM, c'est la formation continue les piliers, mais les objectifs, hein, mais c'est important quand même. Ce sont des piliers, on fait les piliers aussi. Mettre en place un système de conception, un nouveau, il s'appelle des nouvelles conceptions. Donc, on doit toujours améliorer par proposer une nouvelle conception et ça concerne aussi la qualité. En général, maintenant, si on veut résumer, c'est ma présentation que vous voyez maintenant? Oui, madame. Oui, madame. L'objectif de la TPM, c'est améliorer le savoir-faire de tout le personnel, rendre l'organisation plus efficace et surtout agir sur l'état des équipements pour augmenter leur disponibilité et par la suite leur performance globale. En nettoyant, en détectant les dégradations à l'avance, en réparant en cas de besoin, etc. Les objectifs de la TPM et au meilleur des cas, la mise en place d'une TPM, puisque la TPM c'est une amélioration continue et l'amélioration continue doit être sans investissement. C'est-à-dire, on doit exploiter nos ressources pour mettre en place la TPM. On doit acheter de nouveaux équipements, recruter de nouveaux intervenants. On doit former les intervenants, les Indi, pour qu'ils puissent adhérer à la logique de TPM. Donc, c'est au meilleur des cas, ça doit être sans investissement, voilà, à la limite supplémentaire, bien sûr, ou à la limite à un investissement réduit, dans un objectif toujours de maximiser les 3 performances des équipements pour la maintenance et disponibilité opérationnelle, les performances de productivité pour la production et les performances de la qualité. Alors, on va faire ça en se basant sur un certain nombre d'objectifs appelés aussi axes. Dans le cas général, on dit que la TPM a 2 objectifs principaux. Les 2 axes de la TPM. C'est obtenir des conditions idéales de travail et rendre le système de production plus efficace. Donc, objectif, les 2 grands objectifs de la TPM, c'est
obtenir des conditions مش bonnes, idéales. L'amélioration continue, je m'en l'amélioration continue. C'est-à-dire que il y a toujours une meilleure situation à atteindre. Donc, je cherche toujours une meilleure solution. Donc, je suis sur le chemin de trouver des conditions idéales. Bien sûr, on ne va jamais arriver à la fin avec une amélioration continue. Donc, les deux axes ou objectifs principaux de la TPM, c'est obtenir des conditions idéales de travail. Deuxième objectif, c'est rendre le système de production plus efficace. Pour atteindre les objectifs, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire une efficacité? Qui fait je vais faire ça en se basant sur 8 piliers. Et on les appelle les 8 piliers de la TPM. Les 8 piliers, des piliers qui sont dans le cadre de l'obtention de conditions idéales, d'autres sont dans le cadre de rendre le système de production plus efficace. Où là, je vais utiliser des couleurs. Les piliers en bleu sont utilisés pour obtenir des meilleures conditions et les piliers en noir sont des piliers qui sont utilisés pour augmenter l'efficacité du système de production. Pour obtenir des conditions idéales de travail, il y a la maintenance autonome, ça a été expliqué par vos camarades, on va revenir un tout petit peu sur ça. La maîtrise de la qualité, la SSD, sécurité, santé et environnement du travail, et l'efficacité de service, et les vos camarades, l'administration, les améliorations administratives ici. Améliorer les rendements administratifs. D'accord? Donc, ce qui est en bleu, ça s'intègre dans le cadre d'obtenir des conditions idéales de travail. L'efficience, est-ce quoi la différence entre efficience et efficacité? Un petit rappel? L'efficience et l'efficacité. Être efficace. معناها انت عندك اوبجيكتيف وصلت لوقتها معناها efficace. Très bien. Et l'efficience? L'efficace, c'est comparer ce que nous avons atteint par rapport à ce que nous avons planifié. D'accord. L'efficience. Qui تفوت l'objectif نتاعك. Ou bien te foutre l'objectif, ou bien on atteint l'objectif avec un minimum de ressources consommées. D'accord? Donc, c'est une relation entre le résultat et la moyenne, l'outil que tu as utilisé. C'est la différence, voilà, la comparaison entre ce que nous avons atteint par rapport à ce que nous avons dépensé pour atteindre cet objectif-là. Très bien. Donc, la TPM, il faut faire les piliers. La TPM au bureau, c'est rendre le service plus efficient. Mais, chaque employé a une tâche bien déterminée ou des tâches bien définies. Je n'ai pas un nombre d'employés aux administrations qui est plus grand que mes besoins, ou plus petit que mes besoins. D'accord? Et ça s'intègre dans l'amélioration des conditions de travail. Pour l'efficacité du système, le technique. Planifier la maintenance, on va parler de planning de maintenance dans les prochaines séances. L'amélioration au cas par cas. Au cas par cas. Chaque défaillance, elle a une procédure particulière d'intervention. Je dois personnaliser les interventions dépendamment des défaillances. Mouche à chaque fois, oui, j'arrête la production. Et pour faire ça, je dois avoir les compétences nécessaires pour décider. Si je n'arrête pas l'équipement, ça va causer une catastrophe. Un produit inflammable. Donc, ça peut nous ramener au 7e pilier qui est l'amélioration des compétences. Il est semé aux vos camarades, la formation. Halloween, la formation du personnel, quelque part, voilà. Voilà. C'est la formation. Et la maîtrise de la conception, c'est le nouveau produit. Nouveau conception des équipements, conception de nouveaux produits. D'accord? Donc, deux familles d'objectifs. Chaque famille d'objectifs a quatre, en fait, mais elle est détaillée en 4 piliers. Maintenance autonome, maîtrise de la qualité,
sécurité, santé, environnement et efficience au bureau pour les conditions de travail. Planifier la maintenance, l'amélioration des performances des équipements au cas par cas, la formation du personnel dans un objectif d'amélioration de leurs compétences et la maîtrise de la conception, c'est l'amélioration, l'optimisation de l'efficacité des équipements utilisés pour la production. Ces 8 piliers génèrent 5 objectifs. Les 8 piliers هذوما خرجوا منهم ceux qui ont mis la théorie de la TPM 5 objectifs. Les 5 objectifs, les 5 principes, pardon, 5 objectifs. On a 2 objectifs. Oui, on a 2 objectifs هذوما 8 piliers et 5 principes. Chaque principe est en relation avec un certain nombre de piliers. Le premier principe, atteindre une efficacité maximale des équipements. Et là, je dois avoir une maintenance autonome, une maintenance planifiée, le cas par cas et l'amélioration technique des compétences des intervenants. Le deuxième principe, démarrer le plus rapidement possible des nouveaux produits et les nouveaux équipements. Les nouveaux équipements. انتم لهنا حكيتوا uniquement على les équipements, mais en réalité كما قلت لكم on parle de nouveaux produits et nouveaux équipements, c'est la maîtrise de la conception, non pas uniquement des équipements, mais aussi des nouveaux produits. C'est le deuxième principe. Troisième principe, obtenir une efficacité maximale du service, et là c'est clair. Troisième principe, c'est l'efficience au bureau. Quatrième principe, stabiliser les 5 M, l'analyse des causes racines au niveau le plus haut. Et là, c'est la maîtrise de la qualité. Pour la maîtrise des conditions de travail et le respect de l'environnement, ce qui reste, c'est le 8e pilier. 2 objectifs principaux, 8 piliers et 5 principes qui dépendent l'un de l'autre. Le tout forme la TPM. Et là, vous pouvez trouver un peu plus de détails sur les principes avec quelques exemples. Questions jusque-là? Non, madame, c'est clair. D'accord. La base de la TPM, ce sont les 5 S. Je n'ai 5 S, une toute petite définition. Je connais la génération, c'est quoi les 5 S? Les mots qui commencent par le S, qui fait ligne en détail, je peux trouver les 5 mots qui commencent par S au japonais, en français ou en anglais. الكلهم يبدأوا بالS. L'origine c'était au japonais, en japonais. Et ceux qui utilisent 5S, des mots en français ou en anglais qui commencent par S. On dit par exemple en anglais sort, set in order, shine, standardize and sustain. Le français, il y a 5 mots qui commencent par S. Mais l'origine c'est japonais. C'est une méthode de quoi? Allez, c'est la base de la TPM. Exemple, allez, c'est une base de la TPM. Notez exemple. Allez, حطينا une base de TPM. Optimisation, madame. Mais optimisation de quoi? Les outils colons, ce sont des outils d'optimisation. Optimisation des conditions de l'environnement. Oui, c'est entre autres. Le 5S, ça concerne le tout. Notez un exemple concret. Qui fait l'optimisation des performances de production. Mais il y a l'optimisation de temps. Imaginez que vous avez une intervention de maintenance et vous avez besoin d'un outil de travail. Si vous avez un atelier qui n'est pas bien arrangé, bien organisé, ça va prendre beaucoup de temps pour trouver cet outil et donc ça va retarder la reprise de bon fonctionnement. Donc, avoir un atelier organisé selon une logique de 5S va minimiser le temps pour chercher cet outil-là. C'est un exemple très simple. Et vous pouvez imaginer si on avance dans la complexité de l'activité de l'entreprise. Donc, 5S, c'est une méthode très simple qui suit 5 étapes pour nettoyer, organiser, arranger et éliminer ce qui n'est pas nécessaire dans un ordre bien déterminé, une logique bien déterminée. Vous allez la voir en détail. Et son objectif, c'est d'avoir un milieu de travail organisé et propre. Nettoyer, shine, c'est nettoyer.
Si les outils d'intervention nécessitent un nettoyage, on doit nettoyer ces outils-là. Juste une toute petite remarque sur 5S. Ok, c'est très simple, où il y a des étapes bien particulières, où elle est applicable sur tout atelier, sur tout bureau. On peut faire, chez nous, on peut faire un 5S. J'élimine dans les articles tout ça, c'est un 5S. Pour l'industrie, il y a ce qu'on appelle un audit 5S. L'audit 5S, c'est une confie à checklist des diagrammes d'analyse radar ou autres. Parfois, diagramme radar, chinois. D'accord, on va regarder rapidement. Donc, on va comme un petit exemple d'audit 5S. Donc, le 5S, sans faire un audit, ce ne sera pas, par exemple, cette checklist. ما حدا دي تمبليت حاضرين ان شاء الله نلقى في ساعه un exemple. Ça c'est un audit 5S. نلقاوش un fichier Excel باين نوريهولكم. Juste pour avoir une idée, hein. Ça va y arriver. أنا بعث لكم Excel في 5S. أما توا حاجتي juste comment on peut checklist pour audit par exemple. Chaque entreprise elle a un certain nombre d'outils à vérifier. Checklist par oui, c'est très bien. Donc, l'entreprise doit effectuer cet audit avant l'application de 5S et après l'application de 5S. Des recommandations, font des calculs et puis normalement il y a des statistiques. Maintenant, il n'y a pas de statistiques. Normalement, les statistiques sont présentées sous forme des notes aussi. Pour le premier S, c'est une valeur, il y a un not available ou elle a une valeur de 3, il y a une valeur de 4, il y a une valeur de 1. Et puis on calcule la note de chaque S et on la présente sous forme de diagramme radar. Il y a cette forme-là. Voilà. Je présente sous forme de diagramme radar. Exactement ce que je cherche. Qui fait je présente ça. Le diagramme radar, il est utilisé lorsque nous avons plusieurs. Google. Oui, madame. D'accord. Oui, Donc, on met كل S dans un axe et puis je donne une note à chaque S. C'est-à-dire l'audit. D'accord? بعد ما عملت checklist, j'ai attribué des notes et puis je trace ça. Je trouve, ou je peux calculer une valeur moyenne certainement. Donc, je trouve ce diagramme radar, ou radar chart en anglais. Je trace un histogramme. J'applique l'audit 5S et je trace la nouvelle figure du radar. Normalement, ça va augmenter ou diminuer la note. Ça doit augmenter ou diminuer. Note S. Je vais améliorer N. Voilà, je vais rendre worse. Je vais avoir une note plus faible de S. Normalement, après l'application de 5S, je dois améliorer. Donc, idéalement, je vais trouver des indicateurs à grande valeur. D'accord? Donc, ça peut être utilisé comme audit 5S. On va faire comme un Excel. Les projets de fin d'études, c'est très utilisé le 5S. Je peux utiliser par exemple un template comme ça. D'accord?
checklist avec des notes et des couleurs. C'est l'audit avant. Après avoir mis en place les actions, les notes vont changer. مثلا أنا كان n'est pas organisé ماهوش in order شوالي in order في الكات il est très bien organisé donc le diagramme radar va changer ou va avoir des valeurs plus grandes. D'accord? Donc 5S ماهيش un outil de nettoyage simple اللي باش نخدم بيه et ça va passer, mais c'est toute une théorie avec des audits, avec des chartes, avec des courbes à présenter, avec des procédures de maintien de standardisation qu'on doit appliquer. D'accord? Donc la base de la TPM c'est 5S, je pense que ça a été aussi mentionné par vos camarades, si je me rappelle bien. Donc les principes, c'est une autre façon de voir les choses, mais c'est correct, vous pouvez vous baser sur cette présentation aussi. Les piliers, ils l'ont présenté, les deux objectifs avec les 8 piliers. D'accord? Et des exemples d'intervention d'auto-maintenance. Ils ont mis l'accent sur uniquement l'auto-maintenance. C'est très important. C'est le pilier le plus connu, comme je l'ai dit au début. Et on a les indicateurs de performance. Dans le cours, c'est l'indicateur le plus utilisé, c'est le PRS, disponibilité, qualité et performance avec les équations utilisées. D'accord? Je reviens un tout petit peu à ma présentation avec les niveaux. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Ouais. Les niveaux de maintenance. Lorsque nous avons vu les niveaux, je ne connais pas combien de niveaux maintenant. 5 niveaux. 5 niveaux. Et c'est d'après qui? Après la norme. Je n'ai la norme اللي قالت لنا عندي 5 niveaux de maintenance. La norme AFNOR. La norme AFNOR قالت لنا عندكم 5 niveaux de maintenance. On va considérer uniquement 3 niveaux. Donc, théoriquement, la TPM a fusionné les niveaux 1 et 2, 3 et 4 et a gardé le niveau 5 indépendant. Comment on peut définir un niveau de maintenance? Ça dépend de quoi, le niveau de maintenance? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la qualification de l'intervenant, du profondeur de l'intervention, coût, complexité, etc. et des moyens utilisés. Vous vous rappelez de ça? Oui, madame. D'accord. La TPM, les interventions simples qui peuvent être exécutées par tout le monde, tout technicien dans l'atelier et qui ne nécessite pas un matériel spécifique, c'est le niveau grand 1. Qui englobe le niveau 1 et 2 selon la norme AFNA. Si j'avance un peu avec la complexité des moyens utilisés, on utilise par exemple un outillage spécifique, j'ai besoin d'une équipe d'intervenants, un électricien, un mécanicien, un spécialiste en hydraulique par exemple, et ça nécessite un temps d'arrêt d'1 heure par exemple. Ça nécessite un diagnostic par des outillages qui doivent être loués. Donc, je parle du niveau grand 2 de la TPM. Et la TPM a proposé aussi de garder le niveau grand 3 pour le niveau 5 et les séminaires un niveau proche de la fabrication et de la conception. C'est la rénovation, c'est le changement de fonction, la modification de fonction, c'est la modernisation et dans le cas général, le niveau 3, il est sous-traité. Ça nécessite des compétences particulières et outillage proche de celui de la fabrication. Donc, selon la norme AFNOR, on dit 5 niveaux de maintenance. Selon la logique TPM, j'ai 3 niveaux uniquement. L'auto-maintenance, elle est exécutée à quel niveau, à votre avis? Est-ce que c'est le niveau grand 3?
l'auto-maintenance. Est-ce que ça peut être le niveau grand 3 selon les exemples d'intervention présentés par vos camarades, nettoyage ou lubrification? Est-ce que ça peut être le niveau 3 pour la TPM? Niveau 1 et 2. Niveau 1, ça c'est sûr. Niveau 2, ça dépend de la formation du personnel. Donc au maximum, c'est le niveau 1 et 2 si la formation du personnel elle est bonne en maintenance. D'accord? Donc pour réussir un chantier, voilà, la mise en place de la TPM, de la procédure de TPM dans une entreprise, il faut former les opérateurs, surtout les opérateurs. Les opérateurs sont en contact avec les machines. Il faut mettre en œuvre le savoir-faire de chaque intervenant et savoir manager toutes les ressources pour maximiser les performances, que ce soit des équipements, des intervenants ou de la production. D'accord? Des questions? D'accord. Pour la semaine prochaine, on a les exercices sur la fiabilité et la disponibilité. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous proposer une présentation sur la démarche de mise en place d'une TPM dans une entreprise? La démarche. Et Jafri, tu te proposes pour ça, tu es seul? وحدك. Mais c'est tout qu'un me présente touche les HTML. Est-ce que j'ai déjà affecté le sujet de gestion des coûts de la maintenance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le sujet sur le calcul? Madame, نزلنا ما عملناش بريزنتاسيون. Oui, ما هي مشكلة انتوما يا إيه. Est-ce que tu nous présentes avec ton équipe la démarche TPM la semaine prochaine? احكي معايا مان بالميكرو s'il te plaît. علاش نقعدوا نقراو هكا؟ D'accord. Donc, pour moi, Jafri et son équipe vont présenter la démarche TPM. Wassim, Oui, madame. ce sera pour la semaine d'après. Mais est-ce que vous prenez les calculs de coûts de maintenance? Les calculs de واضح. Madame, semaine الجاية مش الأخرى. Je vais vous donner la semaine prochaine, je vais vous donner quelques détails sur ce que vous devez présenter. Démarche TPM, c'est clair. Vous faites une recherche sur la démarche. Pour l'analyse de coûts, les calculs de coûts, la semaine prochaine, on fait quelques détails sur ce que vous devez présenter aussi. D'accord? Madame, السمانة الجاية الأخرى. مش la semaine 7, c'est la semaine 8. Voilà. D'accord? Yeah. Pour le classroom, je t'accorde les exemples sur c'est bon. Et Jafri, c'est bon, je vais نكتب. وعندي je vais vous partager 2 vidéos, ce ne sera pas un exercice, 2 vidéos sur TRS qui sont très très importantes aussi. 2 vidéos qui détaillent TRS. Les 2 vidéos que je vais partager sont ces 2 vidéos-là. 2 papiers qui vont détailler le calcul de TRS. D'accord? Donc on va la semaine prochaine, la démarche TPM. On a 2 exercices de TPM et on corrige les exercices sur la fiabilité et la disponibilité. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non? Madame, bon. Madame, احنا معناها on est 4 باش نعملوا بريزنتاسيون الجمعة الجاية.